Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les 7 aberrations de la théorie des avantages comparatifs. Nous allons prendre le modèle de Ricardo, le modèle original de Ricardo qui date donc de 1817. Le modèle comparatif se présente en quelques lignes, il tient sur une page dans l'ouvrage de Ricardo. Et donc nous allons simplement lire les quelques phrases déterminantes. Quoique le Portugal pût faire son drap en employant que 90 hommes, il préférerait le tirer d'un autre pays où il faudrait 100 ouvriers pour le fabriquer parce qu'il trouverait plus de profit à employer son capital à la production du vin, donc qui représente 80 hommes au Portugal, en échange duquel il obtiendrait de l'Angleterre une quantité de drap plus forte, puisque l'Angleterre passerait du vin au drap qui l'occupe à hauteur de 120 hommes. Dans ce cas, l'Angleterre donnerait le produit du travail de 100 hommes en échange du produit de 80 Portugais. L'Angleterre aurait donc intérêt à importer du vin et à échanger en échange du drap. La théorie comparative, elle porte donc sur le commerce international. Ricardo, dans son exemple, prend 2 pays, l'Angleterre et le Portugal, qui produisent et qui échangent 2 biens, le vin et le drap. Ricardo prend donc 2 situations. La première, la situation en autarcie. Au Portugal, il faut 80 hommes pour produire un vin, il faut 90 hommes pour produire un drap. En Angleterre, il faut 120 hommes pour produire un vin et 100 hommes pour produire un drap. Donc ça, c'est la situation en autarcie où chaque pays, donc l'Angleterre et le Portugal, produit son vin et son drap. Donc le principe que défend Ricardo, c'est que les 2 pays ont intérêt à se spécialiser. Ils vont se spécialiser sur leur avantage comparatif. Pour le Portugal, c'est le vin, pour l'Angleterre, c'est le drap. Donc Ricardo décrit la spécialisation de chaque pays et compare les quantités produites. Au Portugal, les 80 hommes qui produisaient du vin continuent à produire du vin, ne changent pas d'activité. Les 120 hommes en Angleterre qui produisent du drap continuent de produire du drap. Par contre, les 90 Portugais qui produisaient du drap produisent dorénavant du vin. Donc ils produisent 1,125 vin, puisque 90 divisé par 80, ça fait 1,125. Et les 120 Anglais qui produisaient du vin produisent désormais du drap. Et donc ils produisent 1,2 drap, puisque 120 divisé par 100, ça fait 1,2. On va s'intéresser aux gains en drap. Avant, on avait 2 draps produits, un par l'Angleterre, un par le Portugal. Maintenant, on a 2,2 draps produits, donc on a un gain de 0,2 draps. Donc ça, c'est le gain supposé, le gain prétendu de l'Angleterre. En bas à droite, on va consigner ce gain. Donc on rappelle que 120 Anglais spécialisés sur le drap produisent 0,2 draps supplémentaires. Ce qu'il faut observer également, c'est qu'auparavant, on avait 90 Portugais qui produisaient un drap, et maintenant, on a 120 Anglais qui produisent 1,2 drap. D'accord, mais 120 Anglais par rapport à 90 Portugais, ça nous fait 33% d'hommes en supplément. 120 moins 90 divisé par 90, ça nous fait 33% d'hommes supplémentaires. Mais ces 33% d'hommes supplémentaires ne produisent que 20% de gains en drap. Donc la première aberration, elle est ici, c'est que les Anglais, 33% plus nombreux que les Portugais, ne produisent que 20% de draps en plus. Ricardo nous dit que c'est un gain à la spécialisation, ce n'est pas un gain, c'est une perte. Nous allons le montrer. Nous allons montrer que moins l'Angleterre est productive sur le vin, plus son gain à la spécialisation sur le drap est élevé. Donc on reprend la situation telle que nous l'a décrit Ricardo. S'il faut 120 Anglais pour produire un vin, à ce moment-là, on aura un gain de 0,2 draps. Et donc, on va faire une autre hypothèse. On va supposer que maintenant, il faut 150 hommes, 150 Anglais pour produire un vin. Donc, les Anglais sont moins productifs sur le vin. Dans ce cas-là, ces 150 Anglais produisent 1,5 draps. Donc, le gain est désormais de 0,5 draps. Donc, moins les Anglais sont productifs sur le vin, plus le gain en drap est élevé. On continue. Maintenant, il faut 300 Anglais pour produire un vin. Donc à ce moment-là, ces 300 Anglais se spécialisent sur le drap et on obtient 3 draps, donc un gain de 2 draps.
On peut même pousser encore la logique et supposer qu'il faut 1000 Anglais pour produire un vin. Donc s'il faut 1000 Anglais pour produire un vin, quand ils se spécialisent, ces 1000 Anglais produisent 10 draps, ce qui nous fait un gain de 9 draps, puisqu'il faut retirer le drap que produisait auparavant le Portugal. Ce dont on s'aperçoit, c'est que moins les Anglais sont productifs sur le vin, plus le gain en drap est élevé. On se rend bien compte qu'à ce stade, quand il faut 1000 Anglais pour produire un vin, ce n'est pas la spécialisation qui crée le gain de 9 draps. On se rend bien compte que c'est le supplément de 910 hommes. Mais avec 120 hommes, c'est la même chose. Ce qui se produit, c'est qu'on a 30 Anglais supplémentaires qui se spécialisent sur le drap. Ce dont on s'aperçoit également, c'est que le gain à la spécialisation se mesure à travail égal. Quand on mesure le gain à la spécialisation à travail égal, donc il faut faire une autre hypothèse. On va partir de l'hypothèse que l'on a 100 hommes dans chaque pays qui produisent chaque bien en autarcie. Les chiffres sont les suivants. 100 Portugais produisent 1,25 vin, 100 Portugais produisent 1,11 draps, donc c'est 100 divisé par 90. 100 Anglais produisent 0,83 vin, 100 Anglais produisent un drap, comme précédemment. Si on fait le cumul des deux pays, on obtient 2,08 vin et 2,11 draps. En bas à droite, on conserve les valeurs que l'on vient de mesurer, donc 2,08 vin et 2,11 vin. Et on passe en spécialisation complète. Donc 100 Anglais produisent un drap, donc 200 Anglais produisent 2 draps. 100 Portugais produisent 1,25 vin, donc 200 Anglais produisent 2,5 vin. Donc on obtient les chiffres en spécialisation complète et on s'aperçoit qu'on a une perte de 0,11 draps, puisque 2 draps moins 2,11 draps, ça fait 0,11 draps en moins. Conclusion, donc les 30 Anglais du départ, les 120 moins 90, permettent de dissimuler une perte à la spécialisation. Donc le gain à la spécialisation de l'Angleterre est une mystification. Deuxième aberration, nous allons montrer que si l'on suit les hypothèses de Ricardo, le travail de 90 Portugais égale le travail de 80 Portugais. On reprend l'énoncé original de la théorie des avantages comparatifs. Donc dans ce cas, l'Angleterre donnerait le produit du travail de 100 hommes en échange du produit du travail de 80 Portugais. Donc ce qui veut dire, Ricardo nous dit qu'un drap s'échange contre un vin. Donc le prix comparatif, c'est un drap égale un vin. Ricardo ajoute ceci. Un pareil échange ne saurait avoir lieu entre les individus du même pays. On ne peut échanger le travail de 100 Anglais pour celui de 80 autres Anglais, mais le produit du travail de 100 Anglais peut être échangé contre celui de 80 Portugais, de 60 Russes ou de 120 Asiatiques. On va voir que si l'on prend ces deux hypothèses, on aboutit à l'aberration que le travail de 90 Portugais est égal au travail de 80 Portugais. On reprend nos productivités. Donc celle-ci, c'est celle que nous donne Ricardo. Donc nous allons suivre un raisonnement en 3 étapes. Première étape, un drap égale un drap. Que le drap soit produit par les Anglais ou par les Portugais, sur le marché, un drap est toujours égal à un drap. Mais un drap chez les Portugais, c'est 90 hommes. Et un drap chez les Anglais, c'est 100 Anglais. Donc on peut écrire que le travail de 90 Portugais égale le travail de 100 Anglais. Deuxième étape, un vin égale un drap. Ça, c'est ce que nous dit Ricardo. C'est le prix comparatif. Ricardo nous dit un drap égale un vin. D'accord ? Un vin, c'est le travail de 80 Portugais. Un drap, c'est le travail de 100 Anglais. Donc, on peut écrire que le travail de 80 Portugais est égal au travail de 100 Anglais. Troisième étape, le travail de 100 Anglais est égal au travail de 100 Anglais. Donc on peut écrire le travail de 100 Anglais égale le travail de 100 Anglais. Donc nous avons 3 égalités à partir desquelles nous pouvons conclure que le travail de 90 Portugais est égal au travail de 80 Portugais, ce qui est contradictoire, comme Ricardo lui-même le relève. Troisième aberration, le prix comparatif est différent du prix de marché.
Ricardo est un des fondateurs du principe de la valeur travail. Donc ce principe, il est simple. Il énonce que le travail est le fondement de toute valeur et la quantité relative de travail détermine la valeur relative des marchandises. Et nous allons voir que le prix comparatif n'est pas fondé sur la valeur travail. On va faire l'hypothèse que une pi heure travail, c'est le travail de 80 hommes pendant une heure. On utilise cette unité, la pi heure travail, pour éviter d'avoir des quantités décimales très petites. Pi, ça signifie 80 en numération grecque, donc on va utiliser cette unité. On reprend les productivités de Ricardo. Au Portugal, un vin est égal à une pi heure travail. Un drap est égal à 1,125 pi heure travail, puisque c'est 90 divisé par 80. En Angleterre, un vin est égal à 1,5 pi heure travail, puisque c'est 120 divisé par 80. Et un drap est égal à 1,25 pi heure travail, c'est-à-dire 100 divisé par 80. Bon, rappel, on utilise ces pi heure travail. Pi, ça veut dire 80, c'est tout. Le prix de marché, c'est le prix le plus bas, donc c'est le prix le plus bas en heure de travail. Donc, sur le marché, un vin égale une pi heure travail, puisque c'est le prix le plus bas, c'est celui du Portugal, et un drap est égal à 1,125 pi heure travail, puisque c'est le prix le plus bas, c'est celui du Portugal. Donc, sur le marché, un vin égale 1,125 drap. Donc, l'aberration est la suivante, c'est que Ricardo nous dit que le prix comparatif est un vin égale un drap. Ce prix est différent du prix de marché qui s'établit à un vin égale 1,125 drap. Ricardo confirme, il énonce, la quantité de vin que le Portugal doit donner en échange du drap anglais n'est pas déterminée par les quantités respectives de travail consacrées à la production de chacun. Donc, le prix comparatif échappe, selon Ricardo, au principe de la valeur travail. On montre par ailleurs que le prix comparatif est obligatoirement différent du prix de marché, sinon la théorie comparative ne fonctionne pas, mais nous n'allons pas le faire ici. Il nous suffit pour l'instant d'observer que Ricardo postule un prix comparatif différent du prix de marché. La quatrième aberration est la suivante, c'est que l'Angleterre est perdante au prix comparatif. Elle est perdante par rapport au prix de marché. Ricardo nous dit que l'Angleterre aurait avantage à l'échange comparatif. L'Angleterre aurait donc intérêt à importer du vin et à exporter en échange du drap au prix de un vin égale un drap. Or, c'est inexact, car l'Angleterre est perdante au prix comparatif par rapport au prix de marché. On rappelle, le prix comparatif c'est un drap égale un vin, le prix de marché c'est un drap égale 1,125 vin. On suppose que la spécialisation est opérée entre les deux pays et désormais ils échangent. Donc ils échangent au prix comparatif, selon Ricardo, de un drap égale un vin. On fait le calcul. Le gain du Portugal, si les deux pays changent un vin contre un drap, est de 0,125 vin. Le gain de l'Angleterre est de 0,2 drap. Donc on consigne en bas à droite le gain de l'Angleterre au prix comparatif. Au prix de marché, donc qui est 1 drap égale 1,125 vin, les gains sont différents. Le Portugal ne gagne plus rien, donc 0,20, 0 drap. L'Angleterre gagne 0,125 vin et 0,2 drap. Donc elle gagne plus qu'au prix comparatif. Donc l'aberration est la suivante, c'est que l'Angleterre est perdante au prix comparatif. Il est donc faux d'affirmer que les deux pays sont gagnants en échange comparatif. Le pays sous-productif est perdant. Cinquième aberration. Le marché est réduit au troc. On ne peut pas faire d'achat simple en échange comparatif. Il faut vendre en même temps qu'on achète. Seul le troc est possible en théorie comparative. La théorie comparative qui, rappelons-le, est supposée modéliser le commerce international. Il n'y a pas d'achat simple en univers comparatif. Par exemple, il n'est pas possible d'acheter un vin. Il faut vendre en même temps qu'on achète. La théorie comparative ne peut pas décomposer l'échange de deux biens en deux achats de un bien. Ricardo est tout à fait conscient de cette contrainte et il l'assume. Le commerce international se déroule comme s'il était purement un commerce de troc. Mais il va encore plus loin. Tout commerce est en réalité du troc, la monnaie n'étant qu'un instrument pour échanger les choses les unes contre les autres.
Nicholson, qui est un partisan de la théorie comparative, s'interroge quand même. Il dit, mais ça semble illogique de supposer que le commerce international s'effectue par le troc, alors qu'en fait, il s'effectue par l'argent. L'aberration est donc la suivante. Seul le troc est possible en théorie comparative. Et donc, l'échange comparatif, la théorie comparative, condamne le commerce international au troc. Donc, ce sont des échanges du type de Cuba et de l'URSS qui troquent du pétrole contre du sucre dans un prix hors marché. La sixième aberration est l'absence de prix monétaire. Il n'existe pas de modèle comparatif en prix monétaire. Pourtant, il n'y a pas de marché sans prix monétaire, mais la théorie comparative prétend modéliser le marché sans prix monétaire. Il n'existe aucun modèle comparatif en prix monétaire. Alors, il existe des esquisses inachevées où les prix monétaires du blé, du drap, du vin sont affichés dans les pays avant commerce. Et ces prix monétaires servent à établir les prix relatifs qui servent à établir les prix comparés. Mais l'analyse s'arrête là et la suite de l'analyse se fait en prix relatifs et non en prix monétaire. Il existe également des salaires relatifs, mais non monétaires, donc des salaires en kilos de blé ou en mètres de drap, mais ce ne sont pas des salaires monétaires. Pourquoi ? En fait, si on prend le prix d'une heure de travail, par exemple 10 €, on va s'apercevoir par exemple que un vin est égal à 100 €, et alors le prix d'un drap est de 112,50 €. Mais Ricardo nous dit qu'un vin égale un drap. Donc, en théorie comparative, un drap a deux prix monétaires, 100 € d'une part et 112,50 € d'autre part, ce qui est aberrant. Le rôle de la monnaie en théorie comparative, il consiste à ajuster les taux de change et les niveaux de salaire. C'est un mécanisme d'équilibre macroéconomique du commerce comparatif, mais il n'y a pas de transaction monétaire en théorie comparative. Ricardo le concède. L'ensemble de la transaction monétaire est entre les mains des mêmes négociants qui procèdent par lettre de change sans qu'il soit besoin de faire passer de l'argent d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de circulation d'argent en théorie comparative. Donc la sixième aberration est la suivante. La théorie comparative modélise le marché sans prix monétaire. Donc, soit le commerce international ne repose pas sur le principe du marché, soit la théorie comparative ne modélise pas le marché. Septième aberration, la non-unicité du prix comparatif. Comme nous allons le voir, le prix comparatif d'un bien dépend de la productivité de l'acheteur sur le bien qu'il achète. L'aberration est donc la suivante, il y a autant de prix comparatifs que d'acheteurs. On reprend nos productivités habituelles, toujours les mêmes, et donc on se replace dans la situation où un drap égale un vin, et donc on a vu que le gain de l'Angleterre est de 0,2 drap et le gain du Portugal est de 0,125 drap. Donc ça, c'est le modèle original de Ricardo. On va faire l'hypothèse que la productivité de l'Angleterre est meilleure et qu'elle s'établit à 100 hommes pour un vin. On conserve le prix comparatif, un drap égale un vin. On s'aperçoit que le Portugal a 0,125 vin, mais que l'Angleterre n'a plus de gain. Puisqu'à ce prix-là, elle n'a plus de gain. Et à ce moment-là, le Portugal est obligé de baisser le prix du vin. Donc le prix comparatif doit augmenter. Donc on va supposer que, par exemple, le prix comparatif change et s'établit désormais à un drap contre 1,120. Donc à ce moment-là, on observe que l'Angleterre récupère un gain. Elle récupère un gain de 0,120. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que le prix du vin que l'Angleterre achète dépend de sa productivité sur le vin. Donc, il y a autant de prix comparatifs que d'acheteurs, donc il n'y a pas de prix le plus bas, donc il n'y a pas de concurrence, donc il n'y a pas de marché. Conclusion, le prix comparatif est la négation du marché. Il y a de nombreuses autres aberrations dans la théorie comparative, on va en énoncer quelques-unes simplement. Le prix comparatif reste inexpliqué par les économistes comparatifs, que ce soit Pennington, Mill, Nicholson, Weiner, etc. Personne n'a jamais expliqué le prix comparatif. Les théories de l'offre et la demande ne suffisent pas du tout à expliquer le prix comparatif.
Une autre aberration, c'est que le prix comparatif fondé sur les coûts comparés et non absolus n'existe dans aucune autre théorie économique. C'est un prix qui n'existe que pour la théorie comparative, mais on ne le retrouve dans aucune autre théorie économique. Et une autre aberration est que la théorie des avantages absolus montre de manière plus concluante que celle des avantages comparatifs les bénéfices du commerce. Donc comme on l'observe, les aberrations de la théorie des avantages comparatifs sont nombreuses et importantes. Avec nos remerciements pour votre attention.